rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Sous-Pente, la station des Rapins, sans foi, sans loi, sans corvette, l'émission Art Racaille. Nous sommes le mardi 18 juin 2019, le fond de l'air est chaud, le ciel est bleu et la mer est verte. Fallait pas tout à côté la mer, mais enfin bon, on peut rêver. Nous allons consacrer la partie artistique de cette émission au Salon de la Gravure, place Saint-Sulpice, comme on le fait depuis plusieurs années. Vous venez d'écouter le temps des cerises du groupe Noir Désir et nous allons, au cours de cette émission, tenter de porter notre regard en marge, c'est notre regard qui est en marge, hein, sur l'art et de tenter aussi, mais là c'est cool, hein, ça roule, Raoul, d'énoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Oui, bonjour tout le monde. Alors ce salon de la gravure, c'était la semaine dernière, un lundi et mardi dernier, les 11 et 12 juin. Et si vous voulez nous mettre un petit mot, vous pouvez nous joindre sur notre mail artracaille@orange.fr ou laisser un message sur le répondeur de Radio Sous-Pente au 01 41 95 20 96. Tout demande un effort, rien ne se fait sans boulot. C'est une règle d'or, rien ne tombe d'en haut. Pour arriver au port, faut ramer comme un veau. Pour être matador, faut un foutu culot. Pour gagner son beefsteak, faut aller au charbon. Pour pas être un blanc-bec, faut du poil au menton. Pour aller à Menton, mieux vaut prendre l'avion. Mais pour être raciste, il suffit d'être con. C'est après des années d'intenses réflexions que j'en suis arrivé à cette conclusion. Y a pas d'effet sans cause, pas de fumée sans feu. Au monde y a qu'une chose qui vienne seule, c'est curieux. Pour aimer les poulets, faut de la perversion. Pour voir des navets, faut la télévision. Pour qu'on l'appelle tonton, faudrait que ma tante en ait. Mais pour être raciste, il suffit d'être con. Pour entendre des promesses, il faut des élections. Pour que je montre mes fesses, faut du monde au balcon. Pour être bas de plafond, faut avoir un plafond. Mais pour être raciste, il suffit d'être con. La connerie étant un mal très répandu,
Les cerveaux, les savants se sont penchés dessus. Un rapport tout récent, Caramba a conclu. Y a pas de traitement, pas de vaccin non plus. Tout le monde grenouille, des baleines aux fourmis. Et ça bouffe et ça grouille, et ça pèse et ça crie. Depuis les deux andouilles, depuis le paradis. Sac de nœuds, sac d'embrouille, y a plus rien de gratuit. Pour être promoteur, faut piquer du pognon. Pour faire passer des heures, bien sous mon édredon. Pour pas rester glandeur, faut jouer du piston. Mais pour être raciste, il suffit d'être con. Pour acheter des fraises, ça n'est pas la saison. Pour que ta femme se taise, faudrait une éruption. Pour la main de ma sœur, passez à la maison, mais pour être raciste, il suffit d'être con. Michel Buller, il suffit d'être con. Pas mal, hein? Et vous êtes toujours sur Radio Sous Pente, ça commence, alors bon, vous n'êtes pas déjà parti faire un tour, hein. La station des Rapins, 100 fois 100 lois sans courbette, émission à Racaille du mardi 18 juin 2019, consacrée au salon de la gravure de la place Saint-Sulpice. Et une petite citation de Pépère pour la route. Il n'y a pas de limite à l'humour, qui est au service de la liberté d'expression, car là où l'humour s'arrête, bien souvent, la place est laissée à la censure ou à l'autocensure, ce qui vient d'arriver, n'est-ce pas, au New York Times, qui a censuré et s'est excusé platement un cartoon qui met en scène Netanyahou et Trump. Netanyahou étant en chien-chien à son pépère et Trump étant aveugle et se faisant guider par son chien-chien Netanyahou. Alors ça n'a pas plu évidemment à la communauté pro-israélienne américaine, mais la communauté pro-israélienne, ça comprend aussi bien comment on les appelle, les évangélistes, qu'une partie, si vous voulez, de la communauté de confession juive américaine, etc. Et il y a même l'ambassadeur des États-Unis à New York, qui est monté au créneau pour dénoncer cette caricature ignoble, etc., etc., etc. Voilà. Et a exigé donc des excuses de la part du New York Times, qui en a fait des excuses bien plates de notre point de vue, mais qui n'ont servi à rien, puisque les fanatiques pro-israéliens dénoncent ces excuses comme étant bidons, etc. Voilà, c'est vraiment de la fumée. Bref. Donc avec ces gens-là, il ne faut pas s'excuser, comme l'a fait ma camarade d'ailleurs à propos de ce qui nous est arrivé dans cette radio peu recommandable où nous étions. Voilà, elle a voulu s'expliquer, elle a voulu s'excuser, et ils n'ont rien voulu savoir. Bon, je me suis excusé. Oui. Je nous ai excusés. Oui, mais ils n'ont rien voulu savoir. Ils n'ont rien voulu savoir. Voilà. Au pied les dessineuses de presse, comme on dit à un chien, au pied Médor. Que ça vient de sortir chez les bouseux d'Amérique du Nord. Plus exactement à propos du New York Times. Pas exactement une rosière comme organe de presse. C'est un cartoon qui représente le tandem Netanyahou-Trump d'une facétieuse manière. Un maître se faisant conduire par un chien d'aveugle. Le maître, Trump, coiffé d'une kippa et de lunettes noires de bigleux, et Netanyahou en chien-chien à son pépère, avec une breloque en forme d'étoile de David qui pendelote à son collier. Un collier à clous. Ben non alors, qu'est-ce que c'est que ce bousbire que s'exclame le cul béni de l'establishment? Et que voilà l'ambassadeur d'Israël au State, qui monte au microphone pour fustiger le crobard qu'il dit carrément antisémite, et d'accuser le New York Times de véhiculer avec ce genre de dessin un message qui fleure mauvais le génocide des citoyens européens de confession juive lors de la dernière guerre. On rêve. Rien que ça et seulement ça. Non. Aussi l'existence d'excuses publiques du journal. L'exigence d'excuses publiques du journal. Mais le susdit, au-delà de ces excuses, a décidé de cesser la publication de cartoons politiques dès le mois d'août prochain. Non, mais vous imaginez. D'ailleurs, son repentir et sa décision
concernant la cessation de parution de crobards politiques ne suffisent pas à ceux qui s'élèvent vertueusement contre les facéties dites antisémites du New York Times et qui glosent à n'en plus finir sur la médiocrité du mea culpa. Sans oublier bien sûr le Trump de service qui pleurniche que lui aussi a le droit à des excuses. Non, on ne rêve pas. Hein. À quand, ici, dans la France française, allons-nous assister à un tel naufrage de la liberté d'expression, de la liberté de la presse et de la liberté d'utiliser l'humour pour railler les dictatures de la pensée? Plantu, et quelques autres cartoonistes de presse ne s'y sont pas gourés et protestent publiquement contre cette attaque outrancière de la liberté de crayonner. Des fois, qu'est-ce qu'ils se croient, ces pétaradeurs politoques? Tu tords le nez d'un criminel de guerre comme le premier ministre israélien, et paf, coupé cabèche? Marrant. Il y a bien une exception pour quelques petits tueurs tels que celui qui emprisonne, torture, massacre, tente de faire disparaître tout un peuple de sa terre ancestrale. Je cite, pour ceux qui n'ont pas compris, la Palestine. Et qui a aussi, pour simplifier la justice de son pays, aux proses, pour divers malentendus liés à la corruption et à divers autres prétendus méfaits du beau linge, comme son pote de récré Trump, qui lui aussi aura probablement des comptes à régler avec la justice de son pays, pendant ou après son mandat. Curieux comme ces mecs qui, malgré leur casserole mal lavée, jouent les vertueux et réussissent à faire taire sa gueule à la presse et à ses dessineux. Mais Plantu veille, Plantu le dessinateur du monde, vous avez reconnu, qui pouvait croire à un tel sursaut de sa part? En effet, un boulot plutôt pépère, cartooniste au monde, et surtout, si à l'instar de ce quotidien vespéral des marchés, lui aussi devenu plutôt pépère, qui ne bouscule pas grand monde, ou qui ne bouscule plus grand monde. Faut dire qu'il fut un temps où cette feuille de chou était un modèle de vertu, du temps de Beuve-Meuvry, son fondateur. Mais sûrement qu'après cette attaque qui défigure le New York Times et la liberté de la presse outre-Atlantique, peut-être que ce canard un peu boiteux va de nouveau marcher sur ses deux pattes. Le rêve est de moins en moins interdit qu'on se le dise et se le redise. Si tous les journaux du monde voulaient bien se donner la pogne pour continuer à nous informer librement, ça pourrait, c'est sûr, changer notre quotidien, qu'il est toute pourrite actuellement. Ouais, alors écoute, imaginez que le monde retombe sur ses deux pattes, c'est beau. Mais quand on sait que Le Monde est quand même le journal de Pigasse et de Xavier Niel, et que Niel est quand même le meilleur copain de Macron et un de nos milliardaires, je doute que Le Monde avance beaucoup dans une bonne direction. Par contre, c'est une bonne surprise de la part de Plantu, parce qu'effectivement, on n'a pas tant d'estime pour lui, donc c'est peut-être parce qu'il a son boulot qui est menacé, tout bêtement. Ben oui, et puis il a rameuté, ce qui est bien, c'est surtout qu'il a rameuté vraiment tous les cartoonistes de France et de Navarre, qui, pas que les cartoonistes, mais tout un ensemble de personnalités du monde de l'information, etc., qui ont protesté violemment contre cette censure invraisemblable, parce qu'il faut quand même se rappeler les cartoons de couverture, les unes de Charlie Hebdo du temps glorieux de Cavana et de son pote Bernier, hein, où par exemple sur une couverture on voit des rescapés, enfin pas des rescapés, des prisonniers d'un camp d'extermination allemand, donc des juifs, et il y a le nazi qui les contrôle, qui leur dit rentrez le ventre s'il vous plaît. Vous imaginez ça maintenant? C'est un film qui est tourné et c'est le réalisateur qui le réalisateur. Voilà. Ce serait inimaginable maintenant. Vous vous rendez compte? Et ça c'en est un, mais il y en a beaucoup d'autres comme ça. Voilà. Et là, parce que ce cartoon de ce cartooniste, c'est un Portugais. Eh bien, il a déjà eu des histoires à propos de ces cartoons.
mais ça ne représente qu'une réalité. Parce que c'est vrai que Netanyahou, c'est le petit chien à son troupe, à son pépère, voilà. Et je vois pas ce qu'il y a de raciste ni d'antisémite là-dedans. Hein, et que ça vaille au New York Times, quand même un journal prestigieux. Hein, remarquez, Trump, il l'a dans le pif, hein, parce que pour lui, tous les journalistes sont des menteurs, etc., etc. Voilà. Mais bon, quand même, en arriver là à faire interdire une telle publication, c'est quelque chose d'inouï qu'on n'aurait jamais imaginé il y a quelques années. Ouais, puis ça va très vite après. Une fois qu'il y a une interdiction, on voit bien, il y a de l'autocensure, comme tu le disais à juste titre, et il n'y a rien de pire que l'autocensure. Oui, alors on a beau gloser sur les fatwas des musulmans, hein, mais les fatwas comme celle-ci là, qui veut faire passer le New York Times comme un organe de presse antisémite, hein, c'est pas beaucoup mieux, c'est même presque pire. Voilà, une citation. « La terre est la maison commune de la privatisation de son moindre mètre carré est illégale. » C'est de Choulet. Donc, parce que moi, je vais vous parler en fait de la privatisation d'ADP, c'est-à-dire Aéroport de Paris. C'est un article dans le journal que j'aime beaucoup, la Bastamag, d'ailleurs qu'on peut soutenir. Hein. Moi, j'ai pas d'action particulière là-dedans, mais c'est un journal d'information libre et on peut de temps en temps leur filer un peu de rond pour qu'ils puissent continuer. Donc là, c'est un article sur peut-on privatiser la première frontière de France, et en fait, cet article revient donc à quoi ça servirait de privatiser l'aéroport de Paris, et aussi, on sait qu'il y a un dispositif de signature pour savoir si on peut faire un référendum. Donc, c'est un dispositif qui est lancé depuis le 13 juin. Et si on a le soutien de 4,7 millions de signatures de citoyens et citoyennes, c'est-à-dire 10% du corps électoral, en fait, on peut demander donc l'organisation en France d'un premier référendum d'initiative partagée où chaque Français pourra donner son avis. Donc, il faut obtenir toutes ces signatures. Donc, dans un premier temps, je vais revenir sur l'aéroport de Paris, puis après sur ce dispositif de recueil de signatures qui est complètement bancal, et on se demande si c'est quand même pas à dessein. Donc voilà, c'est quand même une démarche inédite, hein, donc ça vaut le coup de soutenir ça. Donc ce référendum d'initiative partagée, donc lancé depuis le 13 juin, donc il a dans le but d'obliger le gouvernement à consulter les citoyens sur la privatisation ou non du groupe Aéroport de Paris. Et donc cette première étape a été initiée il y a 2 mois par 248 parlementaires de tous bords politiques. Elle a été validée par le Conseil constitutionnel et elle est inscrite dans la Constitution depuis 2008. Mais elle n'a pour l'heure jamais été utilisée. C'est une grande première. Hein. Donc pour que ce référendum donc advienne, ce que je disais, il faut 10% du corps électoral, c'est-à-dire 4,7 millions de Français, de signatures de Français. Et ça, il y a un délai de 9 mois, c'est-à-dire qu'il y a jusqu'au 13 mars 2020 pour obtenir ces signatures. Donc ça constituerait un record, sachant qu'il y a eu 2,1 millions de signatures qui ont été récoltées en décembre dernier. Donc c'est absolument c'est énorme. Et donc ce record devra être battu et il faut que les signatures continuent. Alors c'est un enjeu quand même qui est important, cette privatisation. Il faut savoir que Aéroport de Paris, c'est 6680 hectares d'infrastructures et de terrain, donc c'est l'équivalent des 2/3 de la superficie de Paris. Et c'est une valorisation qui est estimée à 10 milliards d'euros. Et ça regroupe donc les 3 groupes d'aéroports parisiens, Roissy, Orly, Le Bourget, ainsi qu'une dizaine d'autres aéroports en Île-de-France et un héliport. Cette privatisation serait la plus importante jamais envisagée en France et la 3e dans l'histoire du monde. C'est pas rien du tout quand même. Donc il y a un premier argument économique. En fait, ces derniers jours, il y a des superlatifs qui n'ont pas manqué de décrire donc l'importance de ce groupe ADP dans le budget national. ADP représente effectivement une manne financière intéressante pour les caisses de l'État. L'État en est actionnaire à 50,6% et donc il y a un résultat de 610 millions d'euros en 2018. Et les recettes publiques générées par ADP s'élèvent à 185 millions. Et c'est des recettes qui ne vont que pour l'instant, qui ont prévu d'être en augmentation continue. Hein, parce qu'effectivement, il y a quand même une augmentation du transport aérien, même si on pense qu'il faut réduire les voyages en avion, il y a quand même malgré tout cette augmentation du transport aérien.
Il y a un deuxième argument par rapport à cette privatisation, enfin contre cette privatisation, c'est ce qu'ils appellent la justice sociale, en disant que ce serait un transfert d'impôts des plus aisés, ceux qui prennent l'avion vers le reste de la population. Effectivement, à chaque fois qu'on prend l'avion, on paye des taxes, et donc si on supprimait, si ces taxes ne revenaient plus à l'État mais à des groupes privés, en fait l'État aurait besoin de reprendre cet argent sur les populations qui, elles, ne prennent pas l'avion et sont, comme par hasard, toujours les plus pauvres qui paieraient pour ces riches qui prendraient l'avion. La transition écologique, on ne peut pas confier les clés d'ADP aux intérêts des pollueurs. Effectivement, peut-on se battre pour défendre un aéroport à l'heure où s'impose justement dans le débat public ce combat contre l'augmentation du trafic aérien? L'argument est réversible, c'est-à-dire que c'est parce qu'il faut aller vers la décroissance du trafic aérien que la maîtrise publique d'équipements stratégiques tels qu'ADP est indispensable. On imagine bien que si c'est le privé qui a ADP, ils ne vont pas du tout imaginer aller vers une réduction, dans leur intérêt étant effectivement d'avoir le plus d'argent possible et de continuer à rémunérer des actionnaires. On n'ira pas vers une baisse du trafic aérien. Il y a un argument sur l'emploi. Dès lors qu'il faut rémunérer les actionnaires, on va prioritairement taper sur le personnel. Ça, c'est le schéma classique où on veut faire du bénéfice. Donc, on réduit le personnel. On fait en sorte que le système, comme pour les hôpitaux, ne fonctionne plus. Et là, on dit qu'effectivement, ce système-là est en défaillance. Donc, on va le donner au privé qui, lui, saura le gérer. Et là, on se doute bien qu'effectivement, si ça devient privé, c'est pareil. Il y aura de la sous-traitance en plus régulièrement, donc on n'ira pas vers un mieux et vers un plus sécurité. C'est un des arguments de la sécurité que privatiser, ce serait amplifier le risque d'une baisse de contrôle. Effectivement, quand la logique est toujours de faire à moindre coût, on n'est pas forcément dans un système très sécuritaire, quoi. Donc voilà ce qui se passe pour ce référendum qui est important de signer. Et donc quelques personnes s'y sont essayées et j'ai fait pareil parce qu'en fin d'article on peut aller sur le site et là ce qui dénonçait c'est qu'effectivement c'est une énorme galère. Alors il y a plusieurs journaux qui racontent un peu ces galères, c'est qu'il y a des pages à remplir et comme par hasard le site bug régulièrement. Il faut remplir tout précisément en fonction de ce qui est écrit sur la carte électorale vu qu'il faut être électeur pour pouvoir participer. Et moi, j'ai fait un test ce matin, j'ai rempli la première page, tout était conforme à ma carte électorale et j'ai pas pu aller plus loin. J'ai eu un message rouge en disant que le site buguait. Alors, il peut bugger à plein d'endroits différents. Il y a plein de citoyens qui ont essayé, qui ont vu que à un moment ça marchait plus. À la fin, il y a tout un grand signe qu'on appelle des captcha là pour vérifier qu'on n'est pas un robot. C'est pareil, ça bug dessus. Donc en fait, comme par hasard, ce site fonctionne très mal. Donc voilà. Quelle conclusion faut-il en tirer? Est-ce une volonté? Ce site de soutien en fait est très ancien et visiblement il n'a pas été réactualisé et on n'a pas une volonté de faire en sorte qu'il fonctionne systématiquement. Je pense que si on a vu qu'il y avait déjà 2 millions de signatures en un mois, c'est évident que 4,7 millions de signatures vont être obtenues dans les 3 mois à venir, quoi. Donc en décourageant les personnes qui vont aller sur leur ordinateur, petit à petit, effectivement, au bout d'un moment, on laisse tomber, quoi. C'est dégueulasse. C'est à gerber, tout ça. Enfin bref, on connaît l'honnêteté de nos gouvernants. Voilà, donc, faut insister. Moi, je vais insister jusqu'à ce que je puisse dire je soutiens. Donc, je mettrai en lien une page c'est Marianne, c'est pas un média que j'aime particulièrement, mais il y a tout le descriptif parce qu'effectivement, il faut d'abord, c'est pas très clair. Il faut cliquer sur un petit truc je soutiens, après il faut remplir ses coordonnées. Enfin, tout est quand même fait pour que quand on fait une pétition, on a tous l'habitude de signer des pétitions un peu partout où là, on met simplement son nom, c'est très rapide. Là, il y a 3-4 pages à remplir quand même. 3-4 pages. Oui, parce qu'il faut vérifier l'année. Il faut mettre son nom. Là, c'est fait pour faire chier le monde. Ah oui, déjà un petit clic dans une case je soutiens. Après son nom, il faut remplir vraiment, comme je te dis, sur le nom qui est exactement marqué de la même manière que sur la carte électorale, les prénoms. Après, il y a un numéro, je crois, il faut mettre son numéro de carte d'identité. Enfin, non, c'est fait pour faire en sorte que, voilà, au bout d'un moment, on laisse tomber, quoi. Bon, moi, je vais m'y coller aussi, mais tu m'aideras parce que. Je t'aiderai, c'est promis. J'ai pas ta pugnacité. C'est promis. Monsieur le ministre, c'est un désastre. Le service public nous menace. Tous nos budgets ont besoin d'air. Il y a trop de fonctionnaires. Il faut éviter le débat et faire attention aux médias. Moi, j'ai trouvé la solution, la privatisation.
souligne, excusez-moi sœur Marilyn, les religieux sont en colère, elles veulent s'habiller chez Echter, elles ont formé un syndicat pour boycotter la tombola. On cherche, je ne vois qu'une solution, la privatisation. Révolution dans les prisons, les bagnards tapent sur les placards. On veut des chemises en flanelle et un studio chez Rivourel. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça, mais attention à la mafia. Mon pote, je vais te dire la solution, la privatisation. Privatisation. Et sur les plateaux de télé, on ne parle qu'en publicité. À quoi ça sert qu'on s'écarcasse si du gros coup ma ça menace? Arrêtez de tout critiquer ou vous serez privé de télé. Maintenant on connaît la chanson, la privatisation. Privatisation. Privatisation par alors un groupe qui s'appelle Service Public. Alors c'est une chanson, je crois, qui est des années 87 et qui avait été programmée dans un Collard au chaud. C'est un petit voilà, un petit côté kitsch. Oui, mais en tout cas c'est une chanson très prémonitoire. Ou alors ça existait déjà, mais bon, c'est pas du tout idiot, c'est pas du tout comment dirais-je vieillot, pas du tout, c'est en plein dedans. Et vous êtes toujours sur Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi, sans courbette, l'émission à Racaille du mardi 18 juin 2019, consacrée à une relation du Salon de la Gravure, place Saint-Sulpice. Mais avant d'entrer dans le vif de ce moment consacré à la gravure, on voudrait saluer en tout cas, un camarade de combat de cette radio qui vire au cauchemar, je veux dire Radio Libertaire, et je veux parler de Patrick, un copain qui est ingénieur du son et qui s'est dévoué pendant 18 ans, enfin pas au son, mais au moins pendant 10 ans, depuis 10 ans, qui s'est dévoué pour faire fonctionner la machinerie technique de la radio, et qui là jette l'éponge, se tire parce qu'il en a marre de toutes les magouilles qui sont en cours dans cette radio, à savoir la mainmise de cette œuvre de la Fédération anarchiste, la mainmise d'une famille, la famille Boubichmol, comme je l'appelle. On va pas donner le nom de famille parce qu'on n'est pas aussi pourri qu'eux. Le père et la fille, alors le père il est devenu maintenant trésorier et la fille secrétaire générale de la FA au dernier congrès. Et comme ils ont trouvé comme par hasard personne pour le secrétariat à la programmation de la radio, et ben suivant les statuts de la FA, la secrétaire générale peut très bien remplir ce poste, ce qu'elle va faire tout de suite et sans attendre, voilà. Donc on repart pour un tour avec plus de pouvoir, plus de mainmise de cette famille, vraiment, c'est l'horreur. C'est les Thénardier de la radio et de la FA, voilà. Bon, alors on dit saluer à Patrick, on pense bien à lui, à tout ce qu'il a fait pour cette radio, voilà, et on souhaite bien du courage à ceux qui restent encore, les émissions qui restent encore dans cette station, parce que bon, le moindre pépin technique qui va se ramener la gueule, et ben ça signifiera des jours de galère où on ne pourra pas écouter les émissions, voilà. Voilà, bah écoute, ouais Patrick, on pense bien à toi, voilà, c'est...
il y a des limites, comme tu dis, à pas dépasser. Et voilà, tu nous avais quand même soutenu quand on a eu nos soucis. Voilà, t'as envoyé un mail qui nous a fait chaud au cœur et on y pense encore. Oui, voilà, parce que nous, on n'est pas des ingrats. Bonne route à toi, Patrick.